coup de pourquoi. Écoutez bien, ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous raconter leur traversée, leurs chocs, leurs peurs, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à tout jamais. Pascal, j'ai 58 ans, je travaille dans l'immobilier, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'habite à Argenteuil en région parisienne et j'ai un sarcome de stade 3. Bonjour Pascal. Bonjour Magali. Merci d'être venu me rejoindre. C'est un grand plaisir. Je suis très très contente de t'accueillir dans le studio. On s'est connus par les réseaux et je trouve que ton site est super bien fait, vraiment. Enfin moi, il m'a sauté aux yeux au moment où je démarrais le podcast. Je me souviens que j'étais rentrée en relation avec toi. On se souvient du nom Balafre et tes visuels. Enfin, je trouve ça assez efficace. C'est très gentil, merci beaucoup. En fait, la genèse de l'histoire, c'est un petit peu comme la tienne. C'est-à-dire que quand on m'a appris que j'étais atteint d'un cancer, j'ai cherché des renseignements. Les premiers renseignements que l'on cherche, c'est d'abord autour de soi, les amis, la famille. Après, on recherche sur Internet des renseignements intéressants sur sa propre maladie et sur le cancer en général. Et là, je suis tombé sur 2 types d'informations, soit des informations très scientifiques. Et pour un béotien comme moi, c'était un petit peu compliqué à comprendre, surtout dans l'état de fatigue où j'étais. Ou le deuxième type d'information, c'était plutôt des informations destinées aux femmes. En tout cas, rien pour les hommes, ou en tout cas rien pour les cancers en général pour les hommes. Donc, il manquait ce compte-là. Il manquait Balafre. En fait, l'idée, c'est que je me suis dit, au départ, j'ai pris les informations, je les ai notées dans un petit cahier. Et je me suis dit, mais c'est complètement égoïste parce qu'il y a des gens qui arrivent, qui cherchent les mêmes renseignements que moi et qui n'ont pas forcément la capacité de récolter tous ces renseignements. Et donc, je me suis dit, je vais le transformer en quelque chose de positif, au moins que ça serve à quelque chose. Et donc, j'ai créé le site Balafre. En fait, le site que j'aurais aimé trouver au moment où je suis tombé malade, avec un certain nombre de renseignements concernant les hommes en général. Alors aujourd'hui, ma première question, Pascal, c'est comment vas-tu ? Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle cette semaine. Jusqu'à présent, tout va bien, comme on dit. Cette semaine, j'ai appris que je n'avais plus de nouvelles métastases, donc je vais très bien. Tous les 3 mois, en fait, j'ai des examens. Et celui-ci, c'est la première fois qu'on ne découvre plus de nouvelles métastases. Donc, a priori, je suis tranquille jusqu'au mois de mars. Donc, je suis très content. Super, c'est drôle, on a exactement le même timing. Moi aussi, j'ai appris cette semaine que tout allait bien et le prochain PET scan est au mois de mars. Voilà, ça nous laisse un peu de répit. Est-ce que tu peux nous raconter le début de cette histoire de maladie, l'annonce ? Alors en fait, c'était en 2019. J'avais des douleurs au ventre quand je mangeais. Un quart d'heure après, j'avais mal au ventre. J'ai consulté évidemment mon médecin au bout d'un moment en lui disant voilà, j'ai quelque chose qui va pas, il faudrait essayer de trouver ce qui se passe. Et mon médecin m'a dit vous êtes beaucoup trop nerveux, donc voilà, décontractez-vous et ça ira mieux. Bon. Un mois après, j'avais des douleurs énormes à chaque fois que je mangeais. Et donc, je suis retourné le consulter et il m'a dit qu'il fallait mieux que je mâche les aliments, il fallait que je vive plus sainement, me reposer plus, etc., etc. Ça a duré un mois et là, je me suis dit, il y a un vrai sujet parce que c'était très douloureux. Et donc, j'ai consulté un gastro-entérologue. Évidemment, pour avoir un rendez-vous avec un gastro-entérologue, il fallait encore 3 mois. Et donc là, c'était fin 2019. Et le gastro, tout de suite, en me palpant le ventre, m'a dit urgence, scanner à l'hôpital la semaine prochaine et on va voir. Et là, l'enchaînement traditionnel dans ce type de choses, c'est-à-dire que détection d'un cancer, opération lourde, on m'a ouvert le ventre en 2, on m'a coupé un bout d'intestin et puis derrière, chimio pendant 7 mois. En revenant sur l'annonce, est-ce que tu peux nous raconter exactement comment ça s'est passé ? On m'a convoqué. Il y avait quand même une suspicion énorme que ce soit un cancer. Toi, tu le savais, ça ? Je ne le savais pas au départ, non, mais on me l'a confirmé. Et en fait, le rendez-vous était un peu surréaliste parce que c'est un rendez-vous donc avec un oncologue. Ça a duré à peu près un quart d'heure, juste pour me dire, voilà, vous avez un cancer, vous démarrez la chimio, grosso modo, la semaine prochaine. Un sarcome des tissus mous. Très concrètement, la vie s'écroule, les projets s'effondrent, l'avenir est incertain. Et donc, Tu te souviens de ce jour-là ? Oui, très clairement. J'étais allé avec ma femme, on était tous les 2 au rendez-vous, tout s'effondre.
On ressort, on s'effondre dans les bras l'un de l'autre. C'est vraiment un moment extrêmement difficile, sans soutien autour. Enfin, c'est assez étonnant parce qu'on est quand même dans un environnement très froid, très, très glacial à l'hôpital. Je sais bien que les médecins n'ont pas de temps, donc c'était extrêmement rapide. Et après, il faut digérer. Ben voilà, on rentre à la maison, on se dit, il faut l'annoncer aux enfants. De quelle façon on va l'annoncer, et puis voilà, comment bâtir notre avenir à partir de ça. Est-ce que tu as posé cette question de la perspective que tu avais devant toi? Est-ce que tu avais une idée du stade? Il me reste combien de temps? Enfin, la vraie question, en fait, le personnel médical ne répondait absolument pas à ça. Donc, j'avais cherché les statistiques. Donc, il y a les histoires de 5 ans. Est-ce que je vais passer les 5 ans ou pas? Pour moi, c'était une question de 3 à 6 mois. Enfin, j'étais vraiment dans cette perspective-là, en me disant, pour avoir vu autour de moi des gens malades, ben voilà, j'en ai plus pour longtemps. C'est ce que tu pensais? C'est ce que je pensais, oui, absolument. Et donc, moi, l'idée, c'est on se met dans une position de warrior et vite organiser le tout pour protéger sa famille. Donc, moi, c'était ça tout de suite. Je me suis dit, comment je vais faire pour protéger ma famille? Donc, je m'imagine partir, comment restructurer tout autour de moi. Toi, ton point de départ, c'était de penser que tu allais partir et donc d'organiser sans toi la vie, c'est ça? Oui, exactement. Mais ça l'est toujours. Toujours, je pense dans ce que j'organise, dans ce que je fais, au niveau patrimonial, enfin, ce genre de choses, en me disant toujours, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que ce sera pérenne le jour où je serai plus là? Mais c'est pas pessimiste, hein, c'est juste une question de prudence. Et je me sens mieux quand je sais que ma femme et mes enfants sont à l'abri. Enfin, c'est juste une question de sérénité. Encore pour revenir justement à ce moment-là où on t'a annoncé la maladie, quelles ont été tes ressources? Parce que, donc évidemment, ton épouse qui était avec toi, ce moment-là où le sol se dérobe, où on est finalement sidéré, pour se relever de ça, on pense à quoi? On actionne quoi? Tout de suite, ça a été plan d'action. Alors l'action, ça s'est traduit plein de choses, hein. C'est on déménage, on se réorganise, j'ai pas les infos, je crée un site balafre, enfin voilà, c'est complètement dans l'action. Plus on est dans l'action et moins on est dans le repli sur soi et la crainte, quoi, finalement. C'est ce que tu as ressenti? Oui, parce qu'en plus, l'action, elle est pas solitaire, elle est avec des gens autour de moi. Donc, la création du site, par exemple, c'était avec mes enfants, avec des gens que je connaissais qui pouvaient m'aider sur ce sujet. C'est pas un travail de loup solitaire qui s'enferme, qui se plonge dans ses bouquins ou dans sa réflexion. Moi, c'était vraiment, j'ai ma famille extrêmement proche et mes amis qui ont toujours été là. Donc, c'était vraiment ça, mes ressources. Et l'action qui était le fil conducteur. Quels âges avaient tes enfants au moment de l'annonce? Justine avait 16 ans, 20 ans et 22 ans. C'est des grands enfants qui comprennent très bien quand toi tu leur annonces. Ils ont été informés tout au long du process, c'est-à-dire que quand j'étais pas bien et que j'ai fait des examens, je leur ai dit bon, on va faire un examen, c'est quand même pas folichon. Voilà où on en est, mais d'une façon factuelle, j'interprétais pas. Ensuite, quand il y avait des énormes doutes sur le fait que ce soit un cancer, je leur ai dit c'est pas très bon. Les nouvelles risquent de ne pas être bonnes. Et ensuite, quand on m'a annoncé mon cancer, je leur ai dit, écoutez, voilà, les résultats est pas bon. J'ai un cancer, j'ai un traitement à subir, donc ça va être un peu pénible pendant quelques temps, sachez-le. Et voilà. Très factuel avec tes enfants. Très factuel. J'évitais d'interpréter. En revanche, je les tenais au courant de toutes les étapes, pour pas qu'ils tombent de haut avec une étape loupée, ou surtout qu'ils gardent confiance dans ce que je leur dis et qu'ils se disent pas effectivement on essaie de leur cacher des choses, ce qui est pour moi le pire dans la relation qu'on peut avoir avec des enfants. Ensuite, tu nous as dit les traitements que tu avais subis. Dans quel ordre ça s'est passé? Alors, ça a été l'opération très rapide, puisque en une semaine, on m'a opéré. On m'a coupé un bout d'intestin. Donc, ça a été assez long pour se remettre en fait de ça, parce que évidemment, j'ai une belle balafre justement sur le ventre. Dès que j'ai été un petit peu debout, j'ai commencé les traitements de chimio. Alors, la même chose, l'oncologue me dit vous allez commencer lundi les traitements de chimio. Concrètement, on vous dit ça, vous vous dites mais oui, et qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai rendez-vous lundi, je viens avec quoi? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais être dans une salle? Est-ce que je vais être allongé? Est-ce que je vais être seul? Est-ce que je vais être assis? Il y a plein de questions qui se posent et j'avais pas la réponse. Et le flou fait peur, donc c'est pour ça que ça me semblait important de créer des sites d'information autour de ça. Ensuite, période d'observation, il s'est avéré que j'avais des métastases sur le foie. Et donc, j'ai eu 3 cryothérapies. Et le mois d'août dernier, j'ai eu de la radiothérapie. Donc, en fait, l'idée, c'était de supprimer au fur et à mesure les métastases, au fur et à mesure qu'elles sortaient dans le foie.
parmi tous ces traitements que tu as subis, il y a quelque chose dont tu as envie de parler qui t'a touché particulièrement? Oui, c'est la chimio, qui pour moi était le comble de l'horreur. Mais il ne faut pas s'en inquiéter non plus, on s'en ressort vite. Mais pendant la période, c'est très difficile. Et d'ailleurs, pour écrire l'article sur la chimio et ses effets secondaires, ça a été absolument épouvantable. J'avais la nausée à chaque fois que j'y pensais. C'est dingue. 1 an après, 2 ans après, j'avais toujours autant de mal à écrire un article sur la chimio. Le fait d'y penser, effectivement, ça me renverse l'estomac. Et il a fallu tout le long de cette chimio imaginer des astuces pour aider à mieux vivre cette chimio. Il y a pas mal de choses autour de ça. Donc je me suis énormément renseigné parce que j'ai eu à peu près tous les effets secondaires que l'on peut avoir sur une chimio. Donc assez désagréable. Le fait, par exemple, pendant l'injection du produit, on a des nausées. Je fais beaucoup de bateaux. Donc moi, l'idée, c'était de se dire, je vais le gérer comme un mal de mer, penser des images positives et ça permettra effectivement de penser à autre chose que cette chimio et qui coule dans les veines et qui crée des nausées. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont pu aider comme ça. Est-ce que pendant la chimio, physiquement, tu étais différent? Est-ce que par exemple, tu as perdu tes cheveux? Alors j'ai déjà perdu du poids, 7 kilos, ça se voit. J'ai perdu mes cheveux. Donc pour un homme, perdre des cheveux, c'était pas très grave. J'ai même trouvé ça relativement agréable. Se baigner dans une piscine sans cheveux, c'est assez agréable. Prendre des douches avec l'eau qui coule sur son crâne nu, c'est assez agréable. La seule chose, c'est qu'après, j'ai perdu ma barbe, puis mes sourcils. Et là, effectivement, on a tous les symptômes de la maladie. Votre boulanger, votre épicier, il se rend compte bien sûr que vous êtes malade. Et donc là, il a fallu que j'essaie de trouver des astuces pour essayer de cacher un petit peu cette tête-là. Comment t'as fait ça? Plusieurs choses, parce qu'un crâne nu, quand on a de la barbe, c'est pas très gênant. Quand on a plus de cils, plus de sourcils, plus de barbe, plus de cheveux, en fait, j'ai mis des chapeaux sur la tête, des bonnets, ce genre de choses. On se rend pas forcément trop compte, mais on perd son regard quand on perd ses sourcils. Et donc, mes filles et ma femme et des copines m'ont donné des astuces, notamment des petits crayons qui marquent un petit peu les sourcils sans ressembler à une drag queen, mais juste qui marquent le regard, en fait. C'est le regard qu'on porte sur toi qui était embêtant? Je trouve qu'il faut, quelle que soit la situation, avoir de la tenue parce que on a des gens autour de soi, il faut les respecter. Et c'est vrai que il peut y avoir des images choquantes de quelqu'un qui vous a pas vu pendant quelque temps, qui vous revoit après une certaine période où là vous êtes malade. Ça peut marquer les esprits. Et ma sœur, par exemple, qui était à Toulouse à l'époque et moi j'étais à Paris, régulièrement, je lui envoyais des photos de mon visage, de mon crâne pour qu'elle voit l'évolution lente de la maladie, parce qu'on se rend pas trop compte, mais qu'elle n'ait pas à découvrir 2 mois après ou 3 mois après mon visage en réalité. Et là, ce serait vraiment des images choquantes et je voulais absolument éviter tout ça. C'est super d'avoir ton point de vue masculin, tu vois, sur le regard qu'on porte sur soi et tout, parce que c'est toujours tellement, on a l'impression, une question féminine, tu vois, de bien se présenter par rapport à l'extérieur, mais en fait, c'est pas que féminin, quoi. C'est vraiment quelque chose juste d'humain. Ouais, c'est une question de respect des autres, déjà, et puis une respect de soi. C'était important pour toi, ta présentation? Très important. Alors, la présentation, le fait que je bouge, que je sois actif, même pendant le pire de la chimio, je m'astreignais à bouger, à marcher. Donc le jour même de la chimio, je sortais. Alors évidemment pas tout seul, avec ma femme. Au début, je faisais des petites balades. Après, ça s'est restreint à un tour du pâté de maison. C'est une question de forme, de dignité. Même au pire du pire, je me douchais, je m'habillais correctement et j'étais pas avachi dans le canapé. Ouais, je faisais très attention à ça. Là, t'es parfait. Enfin, je te vois devant moi, t'as des cheveux, voilà. Et donc, pour récupérer de tout ça, l'opération, la chimio et tout, est-ce que t'as eu des ressources particulières? T'as fait du sport? Oui, tout le temps. La période préalable à la chimio, je savais que ça allait être un coup dur, et donc je me suis entraîné comme un sportif qui se prépare à une épreuve. Moi, l'épreuve, c'était la chimio. Je savais qu'elle arrivait. Et donc, j'ai fait énormément de sport avant, en me disant qu'il fallait que je sois au top de ma forme, parce que je savais qu'après, ça allait se dégrader petit à petit. Donc, si ça se dégrade avec une forme moyenne, c'est très vite, j'arriverai au fond du gouffre. Donc, il fallait que j'arrive très en forme. Donc, je faisais du vélo tous les jours. Je faisais énormément de sport. Et même pendant la chimio, je m'astreignais à continuer des activités sportives au départ. Après, c'était plus de l'entretien. Enfin, je marquais, moi, à chaque fois ce que je faisais. Donc, ça me permettait de comparer d'un mois à l'autre. Alors, évidemment, je voyais que ça se dégradait. Mais je tenais à chaque fois, tous les mois, à continuer à être le plus en forme possible.
Tu parles de ta maladie, tu as parlé d'intestin, de foie. Est-ce que tu as changé ton alimentation? Alors là, il faut des warnings dans tous les sens parce que je vais vous dire quelque chose qui n'est pas forcément apprécié par les médecins. Moi, j'ai fait un régime keto. C'est un régime, en fait, où on supprime tous les sucres et on mange du gras. C'est assez contraignant, mais c'était quelque part un peu, moi, ma façon d'être actif dans le traitement. J'ai tenu ce régime keto pendant toute la période de la chimio. Finalement, la chimio s'est relativement bien passée. J'en arrive à une question d'ordre un peu plus abstrait. Cette maladie, à quoi ça t'a fait renoncer? Alors, le premier renoncement, ce sont les projets à long terme. J'imagine pas bâtir des projets sur 10 ans. La deuxième chose, c'est j'ai renoncé à ma vie d'avant, hyper active. Je fais attention au stress, je fais attention à avoir une vie équilibrée. Est-ce qu'il y a des gens, peut-être, qui sont partis ou auxquels tu as dû renoncer avec la maladie? Très bonne question. Moi, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas perdu d'amis. J'ai eu 2-3 personnes qui ont pris une fois de mes nouvelles par politesse et qui ne sont pas revenues vers moi. C'est pas grave. Mais les autres, en revanche, qui ont été extrêmement présents. Je vous donne quelques anecdotes. Le jour où j'ai dû me raser la tête parce que j'avais les cheveux qui tombaient en masse. Donc j'avais dit à des copains, aujourd'hui je me rase la tête. On avait organisé une petite visio parce qu'ils m'ont dit on veut voir ta tête quand tu seras rasé. Encore une fois, dans l'idée que c'est pas un sujet tabou et on peut même en plaisanter. Et en fait, on a fait un WhatsApp et quand j'ai ouvert le WhatsApp, ils avaient tous le crâne rasé. Donc c'est un moment intense d'émotion. Plein de choses. Et puis des petites attentions, juste des copains qui passent et qui disent, je suis dans le coin, même si je sais bien qu'ils ne le sont pas, avec 2 croissants, et ils disent, je viens te voir et on va discuter tous les deux. Voilà. Donc en fait, soi-même, la relation par rapport aux autres, on a sa part de responsabilité. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas tout le temps se plaindre. Il faut aussi, et surtout, être complètement transparent par rapport à sa maladie et donner aux autres la possibilité d'en plaisanter. Nous, on n'arrêtait pas d'en plaisanter. Et cette question des gens qui, sans vraiment savoir finalement ton état et où tu en es, ont tellement peur que tu te sens condamné par eux, tu vois, comme si pratiquement ils avaient fait déjà une croix sur toi, quoi, tu vois. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as dû le vivre aussi, Magali. C'est-à-dire que quand tu annonces à des gens « j'ai un cancer », le vrai message qui passe, c'est « je vais mourir ». C'est pas parce qu'on a un cancer qu'on est condamné, loin de là. Surtout maintenant. Exactement. Et spoiler, on va tous mourir un jour ou l'autre. Et alors, je vais te dire, oui, très important. Oui, on est tous de passage sur Terre. Nous, on se fait peur parce qu'on nous a annoncé un mot barbare qui s'appelle le cancer. Mais c'est pas pour ça qu'on va mourir. La question de la peur. Est-ce que tu as eu peur à l'annonce pendant les traitements et où tu en es maintenant? Pas pour moi. Peur pour mes enfants et pour ma femme. Tout repose sur comment faire pour que ma femme et mes enfants soient à l'abri. Celui qui est malade, c'est finalement pas celui qui souffre le plus, c'est plus l'entourage, les gens qui sont autour, et notamment le conjoint, les accompagnants. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais ce sont eux qui souffrent parce que eux sont dans l'incapacité. Ils ne peuvent pas aider à résoudre ce problème de maladie. Ils en subissent les conséquences. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils se disent qu'ils n'en font jamais assez. Mais nous, malades, finalement, c'est, je trouve, moins compliqué que l'accompagnant, le conjoint qui voit son être aimé, qui se dégrade, qui souffre surtout. Et alors, la maladie, enfin, c'est quand même la fin de l'invincibilité, quoi. Ça te met quand même devant ta fin. On ne sait pas quand, hein, mais ça induit cette idée de fragilité, de vulnérabilité, et puis à un moment, ça va s'arrêter, quoi. Nous qui traversons cette épreuve de la maladie, on l'a plus cette conscience-là. Il n'y a pas quelque chose qui te fait peur là-dessus? Moi, c'est plutôt la fin de l'insouciance. Je prends conscience que ma vie a un terme qui peut être relativement proche, alors que j'en avais pas du tout conscience avant. Pour moi, on était un peu immortel. Donc c'est pour ça que je pense que je profite un peu plus de la vie qu'avant. Je prends sans doute plus soin de mon entourage. Et effectivement, il y a cette part d'insouciance que j'ai peut-être en moins. Et alors, qu'est-ce qu'on y gagne en fait à ça? C'est ça ma question du podcast. Le pourquoi en 2 mots. Est-ce que, Pascal, tu as l'impression d'être transformé justement par cette maladie? Est-ce que tu lui as donné une sorte de sens? Alors, ça ne m'a apporté rien de positif. Certains disent, je me suis découvert, etc. Moi, je trouve que c'est pourri, ça ne m'apporte rien. En revanche, effectivement, on prend conscience de choses. Donc là, on peut se dire, effectivement, ça sert à quelque chose. Et on prend conscience qu'effectivement, cette vie, on est de passage sur Terre et on doit en profiter, on doit respecter les gens autour de soi et on doit aussi prendre conscience que, voilà, les gens autour de soi sont là, pas pour toujours. Et donc, voilà, profitons de la vie.
Je me suis pas découvert à travers la maladie. Pour moi, c'est pas une belle expérience. J'aurais préféré vivre des choses bien plus intéressantes que ça. Cette notion de chaque jour, quand même, est une chance finalement, non ? Ah, voilà, c'est là où on se dit, effectivement, tu as absolument raison, c'est là où on se dit, chaque jour, c'est le bonheur, je suis debout, je profite de la vie, je me délecte de chaque jour. Pascal, est-ce que tu as un message justement à faire passer ? On se remet par exemple en 2019, avant tout ça. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre ? C'est plus un message pour les hommes en particulier. Je trouve qu'on s'écoute pas assez. On a l'impression que, on est en bonne santé et on le restera toujours. Et il faudrait peut-être que l'on pense un petit peu plus à écouter son corps, puisque c'est au moment où le corps lâche, où là on commence à se remettre en question et aller voir ses médecins. Donc c'est quand quelque chose ne va pas, quand vous sentez que votre corps ne va pas bien, consultez tout de suite un médecin. N'attendez pas. Merci beaucoup Pascal. Merci Magali. Je te souhaite plein de belles choses, de moments merveilleux sur ta route. Merci Magali. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.